À 70 ans, Jean-Pierre Fabre est toujours un vert homme et son esprit reste vif et alerte. Les 30 dernières années de lutte politique contre le pouvoir en place l'ont immanquablement touché. Meguer est tamé physiquement, au point qu'il garde toujours de beaux restes pour continuer le combat démocratique. De la lutte politique, il sait qu'il en a pris pour son grade. Ce n'est pas tant les échecs itératifs lors des élections qui turlupinent cet homme, convaincu de l'inéluctabilité d'un changement démocratique, mais les zizanies de l'opposition, alimentées par un certain populisme et la gangrène des réseaux sociaux. Les stigmates des déceptions perlent comme les mots amers qui sortent parfois de sa bouche. Cependant, rien n'entame son inspiration à la démocratie, ni éteint ses espoirs d'homme politique, d'où sa participation aux dernières élections locales qui l'ont porté à la tête de la commune du Golfe 4, prétendument la plus riche commune de Lomé. Il savait les dés du processus de décentralisation pipé, mais il y est allé avec la détermination et le full espoir d'un David contre Goliath, afin de porter les coups autant que faire se peut. Il nous livre ici ses 2 années d'expérience en tant que maire d'opposition, évoque la vie de son parti, l'ANC, le théâtre politique, l'avenir du Togo et son propre destin national. Depuis 2 ans, vous dirigez la mairie du Golfe 4. Comment vivez-vous cette première expérience? Ce que je considère comme une mission exaltante au profit de l'amélioration du cadre de vie des populations des communes se retrouve être un calvaire en raison de la propension du régime RPT UNIR à l'arbitraire et de son incapacité à respecter ses propres lois. Le contrôle de légalité prescrit par la loi pour vérifier la régularité des actes des collectivités locales et leur conformité à la loi est en permanence utilisé pour violer la loi, instaurant un lien de subordination entre la tutelle et la collectivité territoriale, alors que la loi sur la décentralisation vise à organiser la libre administration des collectivités territoriales. De plus, le chantier est immense et les moyens cruellement insuffisants. Les ressources des communes sont mises à leur disposition de la manière la plus irrégulière, accusant des retards considérables qui ont culminé à 9 mois en 2020. En l'espace de bientôt 3 ans, nos recettes fiscales ont chuté de moitié. Il faut ajouter à cela le fait que l'État lui-même met tout en œuvre pour réduire les recettes des communes, en mettant en place des structures comme l'établissement public autonome d'exploitation des marchés de Lomé et PAM, une officine parallèle de collecte et d'affectation des recettes municipales, créée en dehors des services légaux de collecte des impôts et taxes du budget de l'État. Les communes sont ainsi privées d'une bonne partie de leurs ressources. On comprend dès lors combien la gestion des communes relève du parcours du combattant. On comprend surtout le jeu auquel se livre le gouvernement par l'intermédiaire du ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires, en misant sur l'échec de certains maires pour jeter sur eux le discrédit d'une incapacité à gérer des communes alors qu'ils prétendent avoir des ambitions plus élevées pour le pays.
La commune du Golfe 4 vient de rebaptiser plusieurs rues de la commune, 113 au total, qui portent désormais les noms des personnalités liées à l'histoire des luttes nationales. Que pensez-vous du tollé suscité par une telle décision? Je ne sais pas la signification que vous donnez au mot tollé. Mais si vous voulez dire que cet acte a suscité un grand débat, j'en conviens. Ce qui me permet d'affirmer que l'opération d'adressage a été très favorablement accueillie par la grande majorité de l'opinion, avec beaucoup d'enthousiasme, comme en témoignent les nombreuses lettres de félicitations et d'encouragement chargées d'émotions que nous avons reçues. Si vous voulez également évoquer la réaction du ministre de l'administration territoriale et du gouvernement, je peux vous dire que nous n'avons pas non plus été surpris. Nous nous y attendions. Nous connaissons la mauvaise foi abyssale du système RPT UNIR. Lorsque le ministre de l'administration territoriale a pris une note selon laquelle la délibération de notre conseil municipal relative à l'adressage était, je cite, nulle et de nul effet, fin de citation, il a simplement démontré à l'opinion qu'il ne connaît pas la loi sur la décentralisation qui énonce que, je cite, l'annulation d'un acte d'une autorité locale relève de la compétence exclusive du juge administratif sur saisine de l'autorité de tutelle. Fin de citation. Nous avons juste renvoyé le ministre à la lecture de la loi pour qu'il comprenne qu'il s'est ridiculisé aux yeux des populations, car, à l'évidence, c'est plutôt sa note qui est nulle et de nul effet. Le 30 juin 2022, l'Assemblée nationale a révisé la loi relative à la décentralisation et aux libertés locales et la loi définissant les attributions du district autonome du Grand Lomé. Vous sentez-vous spécialement visé? Malgré toutes les circonvolutions auxquelles se livre le gouvernement pour noyer le poisson, il est clair que la modification de la loi vise à nous neutraliser. Le gouvernement a confirmé aux Togolais à cette occasion ce que nous avons toujours dit, savoir que ce système RPT UNIR est le visage de l'arbitraire et de la mesquinerie. En modifiant les dispositions de la loi relative à l'adressage, le gouvernement a créé de manière discriminatoire deux catégories de communes. Celles qui peuvent procéder à l'adressage de leur voix et celles qui ne le peuvent pas. La loi ne disposant que pour l'avenir, la question est de savoir à quels artifices le système RPT UNIR va recourir pour empêcher l'application des délibérations du conseil municipal adoptées avant le vote de cette nouvelle loi. En ce qui me concerne, je ne me préoccupe pas de leur gesticulation. Nous allons bientôt commencer la pose des nouvelles plaques de signalisation des rues dont nous avons changé les dénominations. Et nous verrons si le ministre de l'administration territoriale et le gouvernement vont instrumentaliser les forces de défense et de sécurité pour s'y opposer dans la violence ou recourir au juge administratif conformément à la loi. Dans une interview accordée à l'Échiquier, l'ambassadeur d'Allemagne Matthias Veltin demandait aux Togolais de s'approprier le processus de décentralisation. Est-ce que le processus de décentralisation est en danger de mort? Nul n'est censé ignorer la loi.
Le citoyen togolais doit connaître toutes les lois de la République togolaise, y compris la loi sur la décentralisation. Je suppose que c'est ce à quoi l'ambassadeur d'Allemagne invite les Togolais. Et c'est tout à fait normal. De plus, l'ambassadeur d'Allemagne connaît la mentalité des autorités togolaises. Il n'ignore pas qu'elles ne respectent pas leurs propres lois, encore moins leurs propres engagements. Rappelez-vous les 22 engagements d'avril 2004 devant l'Union européenne, comportant notamment la tenue des élections locales dans un délai de 12 mois. C'était bien en présence des autorités allemandes. L'ambassadeur d'Allemagne nous appelle tout simplement à la connaissance de nos lois pour que nous soyons en capacité de vérifier si les autorités les respectent ou non. À titre d'exemple, celui qui ne connaît pas l'article 82 de la loi relative à la décentralisation ne peut savoir que l'adressage des voix est une compétence propre des communes. Celui qui ne connaît pas la loi sur la décentralisation ne peut savoir que le ministre de l'administration territoriale n'a aucun pouvoir propre pour annuler une décision régulièrement adoptée par un conseil municipal. Ceci relevant, comme je l'ai dit tantôt, de la, je cite, compétence exclusive du juge administratif sur saisine de l'autorité de tutelle. Fin de citation. Le processus de décentralisation est-il en danger? Je répondrai par l'affirmative, vu que les autorités togolaises en font un processus tétraplégique. De plus, le maire du Golfe 4 semble être tout seul face au pouvoir RPT sur des questions de portée nationale, sans qu'aucune formation de l'opposition, ni même une organisation de défense des droits et libertés ne s'en émeuve. On voit bien que l'exhortation de l'ambassadeur d'Allemagne est pleinement pertinente et parfaitement fondée. Bientôt les élections régionales. Avec l'expérience que vous êtes en train de vivre à la mairie, croyez-vous en l'avenir du processus de décentralisation? Les débuts de la décentralisation au Togo sont marqués par un grand cafouillage, parce que les autorités togolaises prétendent pouvoir décentraliser en refusant de démocratiser, alors que tout cela va de pair. Puisqu'elles sont habituées depuis des décennies à ne jamais respecter leurs propres lois, il leur est impossible de respecter la loi relative à la décentralisation et aux libertés locales, qui les dessaisit de certaines prérogatives au profit des collectivités territoriales. Tant que le réflexe de l'arbitraire propre au système RPT-UNIR persistera dans les pratiques des pouvoirs publics, les collectivités territoriales n'auront aucune liberté d'action et ne pourront jamais s'administrer librement conformément à la loi et donc efficacement. Après l'opération d'adressage de certaines voies de la commune du Golfe 4, opération parfaitement légale, le gouvernement, à travers le ministre de l'administration territoriale, a, dans un premier temps, prétendu annuler la délibération d'adressage adoptée par le conseil municipal, puis finalement a fait modifier la loi. La question est de savoir si la loi sera modifiée toutes les fois que le RPT-UNIR
estimera que son application, notamment par l'opposition, contrarie ces velléités d'hégémonie par l'arbitraire. Après l'éclipse des leaders historiques, vous êtes incontestablement l'un des rares hommes politiques de la scène à avoir une longue expérience du théâtre politique. Après votre échec à la présidentielle de 2020, absent également au Parlement, comment entrevoyez-vous la renaissance de l'ANC? Comme je viens de le dire, l'opposition togolaise fait face à l'une des dictatures les plus féroces au monde, qui utilise la violence et la terreur, la corruption, la fraude électorale et toutes sortes de manœuvres sordides pour se maintenir au pouvoir, et qui a toujours bénéficié de la complaisance, pour ne pas dire de la complicité de la communauté internationale. Depuis quelques années, l'opposition togolaise est affaiblie par la mise en œuvre en son sein de stratégies fondées essentiellement sur la haine, le mensonge, la calomnie, la diffamation, le dénigrement, etc., amplifiés et accélérés par les réseaux sociaux. Nous en payons le prix. En ce qui nous concerne, il faut d'abord savoir que nous luttons pour l'alternance et le changement au Togo, pour l'instauration de la démocratie et de l'état de droit. Et pour cela, nous avons toujours travaillé essentiellement sur deux axes. Premièrement, le quadrillage du terrain par l'amélioration de notre implantation. Deuxièmement, la sensibilisation et la mobilisation par l'explication de la situation politique aux populations et la présentation de notre projet de société. Nous poursuivons dans cette voie et nous maintenons le cap. Tôt ou tard, la rigueur et la vérité finiront par triompher. Malgré les nombreux échecs aux élections, votre parti maintient la ligne de ne plus boycotter aucune élection au Togo. Comment peut-on comprendre cela? Il n'y a rien à comprendre. Nous n'avons jamais dit que nous ne boycotterons plus les élections. C'est absurde. Vous ne trouverez la moindre trace de cette position dans un document officiel du parti, y compris ceux issus de notre Conseil national de novembre 2020. Aucune motion, résolution ni recommandation n'appelle à cette position. Nous avons indiqué dans le rapport général de ce Conseil national qu'au cours des travaux, des participants ont exprimé cette position qui n'a pas été retenue. Comment répercutez-vous ce discours auprès des populations alors qu'elles expriment une certaine lassitude et des frustrations face à l'échec des luttes et le renforcement du parti au pouvoir? Nous avons à plusieurs reprises démenti cette affirmation qu'on nous prête, selon laquelle nous ne boycotterons plus les élections. Et je m'étonne que vous répétiez cela. Je peux comprendre que face au déferlement du mensonge, de la diffamation et de la calomnie, le peuple togolais soit dégoûté de la politique. Mais il doit rechercher les auteurs de ces méthodes viles et les sanctionner très sévèrement. Et j'affirme avec la plus grande fermeté et la plus grande solennité qu'un peuple digne de ce nom, en lutte pour sa libération, ne peut se payer le luxe de se lasser comme vous le prétendez. Il doit trouver les raisons de ses échecs et y remédier. En fait, les populations n'ignorent pas
que certains ont pensé avoir trouvé dans le mensonge et dans la fanfaronnade un raccourci pour parvenir sans effort au pouvoir et pour affaiblir leurs collègues de l'opposition. Les populations connaissent les auteurs de cette plaisanterie qui a consisté à diaboliser ceux qui ont tout sacrifié pour libérer le Togo des griffes de la dictature qui l'opprime depuis plus d'un demi-siècle. Dans le même temps qu'ils s'employaient à nous salir et à nous couvrir injustement d'opprobre, les tenants de cette ligne, de cette stratégie inique et irresponsable se sont évertués à blanchir et à dédiaboliser les anciens caciques du RPT UNIR qu'ils ont brandis, comble de la mystification, comme des élus, des joints du Saint-Esprit. Ce sont ces méthodes odieuses qui contribuent au renforcement du RPT UNIR, dont les membres, désormais décomplexés, tiennent aujourd'hui le haut du pavé et se pavanent sans aucune gêne, malgré tous les crimes dont ils sont coupables. En somme, passez-moi l'expression, ce fut une véritable couillonnade. Vous avez 70 ans et n'êtes plus vraiment un jeune homme. Comment l'ANC prépare-t-elle l'après-Fabre? C'est une question qui concerne exclusivement les militants de l'ANC. Lorsqu'ils constateront que je ne suis plus apte à faire le job, ils la régleront. Pour le moment, je pense qu'ils considèrent que j'ai encore l'énergie et la détermination nécessaires pour accomplir la mission qu'ils m'ont confiée. Aujourd'hui, le gouvernement brandit la menace terroriste comme argument pour empêcher les activités politiques, en l'occurrence les meetings. Pensez-vous que cela se justifie? Si l'interdiction des activités politiques s'appliquait à tous les partis politiques, cela pourrait se comprendre. Mais vous avez bien noté, vous avez bien constaté que cette interdiction ne concerne que l'opposition togolaise. Les meetings programmés par l'ANC ont été interdits, alors que le RPT UNIR continue de faire des marches de soutien et des meetings sur toute l'étendue du territoire national. Depuis les élections de février 2020, le Togo est dans un régime d'état d'urgence. Comment arrivez-vous à faire vos activités de parti politique? Comme je viens de le dire, nous avons repris nos activités politiques en novembre 2020 après une pause de pratiquement 8 mois. Il était nécessaire de faire le point et d'analyser la situation créée par la présidentielle. Ainsi, depuis novembre 2020, le Bureau national tient ses réunions statutaires et autres séances de travail, ce qui nous permet de mettre en œuvre un programme de travail conséquent. Nous avons envoyé des missions dans toutes les préfectures pour évaluer l'état de nos fédérations. Il a fallu reprofiler les fédérations en tenant compte de la création des communes et en faisant coïncider les territoires des fédérations avec ceux des nouvelles communes, sauf pour les communes de très grande superficie. Nous avons ensuite repris les meetings dans les fédérations conformément au programme préétabli. Nous avons tenu ces rassemblements publics dans les fédérations du Golfe 1, du Golfe 4 et du Golfe 6. C'est le 4e meeting, celui d'Aguanivé, qui se trouve interdit depuis 3 mois.
Si les activités des partis politiques sont bloquées pour cause d'extrémisme violent et que seul le RPT UNIR peut faire des meetings, comment parler d'élections au premier trimestre 2023? Je pense qu'avec une telle discrimination, la tenue de ces élections dans un délai rapproché est largement compromise. Quelle est votre appréciation de la rencontre du jeudi 4 août 2022 entre la Première ministre et la classe politique togolaise pour lutter contre l'extrémisme violent? Honnêtement, compte tenu de l'arrogance et de l'assurance avec lesquelles le régime RPT UNIR réprime les populations et méprise l'opposition, je trouve étrange que le gouvernement prétende consulter cette même opposition pour la constitution d'un front uni en vue de lutter contre l'extrémisme violent. Ne devrait-il pas préalablement, pour obtenir une adhésion sincère à son invitation, changer d'attitude vis-à-vis de ceux et celles qu'il brutalise en permanence? Comment faire adhérer l'ensemble des populations, en particulier celles de la région des Savanes, principal théâtre des agressions terroristes, à la mise en place de ce front uni de lutte, lorsqu'une fille de cette région est abusivement jetée en prison à Dapaon pour avoir fait état de ce qu'elle a vu, entendu ou vécu des agressions perpétrées au cours de la fameuse nuit du 14 au 15 juillet 2022. Le chef de l'État lui-même ne s'était-il pas prononcé sur la sordide affaire des Bouvier Peuls et de leur bétail, du reste non élucidé à ce jour par une enquête sérieuse et indépendante? Loin de régler quelque problème que ce soit, l'arrestation de cette pauvre dame qui suscite une réprobation unanime au sein des populations n'est-elle pas de nature à renforcer le sentiment de rejet de toute coopération franche et spontanée que le gouvernement et les forces de défense et de sécurité attendent des dites populations? Soyons clairs, l'idée que l'on puisse, dans une situation donnée, unir ses forces avec celles de son adversaire pour combattre l'ennemi commun n'est pas insolite en soi. Au contraire, à l'ANC, nous pensons qu'il est du devoir de toutes les filles et de tous les fils du pays de défendre la patrie en danger. Et nous le savons mieux que quiconque. Nous qui nous réclamons du courant de l'Abloré, hérité des nationalistes togolais, ces vaillants combattants de la liberté et de la justice, pères de l'indépendance et fondateur de la nation togolaise. Mais si le maître, par arrogance, aveuglement et addiction à l'arbitraire, demande à l'esclave de contribuer à la lutte contre l'invasion de sa maison, tout en maintenant l'esclave dans les chaînes, comment l'esclave enchaîné peut-il combattre? Avec quelle efficacité? La cohésion nationale n'est-elle pas la condition sine qua non pour repousser une agression extérieure? Le gouvernement et les forces de défense et de sécurité doivent savoir qu'à travers la dame embastillée à Dapaon, toutes les Togolaises et tous les Togolais se sentent jetés en prison, alors que l'envahisseur poursuit son œuvre funeste
et meurtrière sur le sol de nos aïeux. Alors, vivement que la pauvre dame recouvre sa liberté. Pour cela, j'en appelle solennellement à la chef du gouvernement, qui est également une mère de famille, et au chef de l'État. Il y a quelques jours, la fille de M. Akbeyome Kodjo a été victime d'un viol. Doit-on y voir un glissement dangereux du jeu politique dans notre pays? Je l'ai appris sur les réseaux sociaux. Si malheureusement les faits sont avérés, je présente toute ma compassion à la victime, ainsi que ma solidarité à sa famille. Je condamne évidemment avec la plus grande fermeté ces dérives inacceptables. Et je demande que des enquêtes soient menées qui permettent que les auteurs de cet acte infâme soient arrêtés et punis conformément à la loi. Monsieur Fabre, que diriez-vous aux Togolais quant à l'avenir du Togo? Je répète ce que j'ai déjà dit au cours de cet entretien. Aucun peuple digne de ce nom ne peut se dire lassé, fatigué par une lutte qui vise à le libérer d'une dictature implacable comme celle des Gnassingbé. Les Vietnamiens, les Algériens, les Sud-Africains notamment, ont consenti d'immenses sacrifices pour arracher leur liberté. La liberté est une valeur démocratique inaliénable. Je suis le premier à reconnaître que le peuple togolais a beaucoup donné dans cette lutte qui dure depuis des décennies. Je suis le premier à reconnaître que beaucoup de ceux qui se réclament de l'opposition portent une lourde responsabilité dans la dilapidation de la disponibilité populaire. Mais nous devons faire froidement la part des choses. Qui est responsable de l'état actuel de l'opposition togolaise? Qui a permis au RPT UNIR et à Fort Gnassingbé de porter des coups rudes à l'opposition togolaise en l'affaiblissant en 2010, en 2017 et en 2020? Ceux qui ont pensé que le mensonge était une arme efficace pour accéder facilement au pouvoir ne peuvent prétendre que reconnaître leurs fautes ne changerait rien. Au contraire, cela changerait beaucoup de choses, car cela relancerait la mobilisation. Oui, la mobilisation ou la remobilisation populaire, voilà ce que nous recherchons à nouveau. Fortifier, galvaniser, mais avertis que nous sommes désormais, avec toutes les expériences récentes, desquelles nous tirons de si nombreux enseignements et résolutions. Nous devons nous réveiller et cesser de nous mentir à nous-mêmes. Il n'appartient pas à l'auteur d'un méfait, ayant sabordé et ruiné des décennies de lutte, de tenter de s'exonérer de l'obligation de battre sa coulpe au motif que cela ne servirait à rien, au motif que témoigner son repentir de toute façon ne réparerait pas le tort causé. C'est tout simplement de l'inconscience. La politique ne se fait pas malheureusement sur les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux peuvent aider à la remobilisation que nous appelons tous de nos voeux. Tirons-en le meilleur parti et demeurons ouverts, réceptifs et réactifs aux appels à la remobilisation populaire qui visent à revigorer l'opposition togolaise.
La faiblesse actuelle de l'opposition togolaise, qui permet au RPT UNIR de violer de plus belle les lois de la République, aggrave l'état déliquescent de la situation sociopolitique du pays. Aucun investisseur digne de ce nom n'investirait le moindre copec dans un pays sans garantie judiciaire où l'arbitraire règne en maître. Conséquence, le chômage va continuer de croître. La paupérisation de la population va également s'accroître. Le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires n'aurait jamais eu cette attitude de mépris des lois dans l'affaire de l'adressage des voix, si l'opposition n'était pas dans ce piteux état de délabrement, au point que Feu Charles Kondi Agba s'est permis d'affirmer qu'elle n'existe pas. Si le RPT UNIR n'est pas combattu vigoureusement, il ne changera pas de lui-même. Pourquoi le ferait-il? Le confort octroyé par un pouvoir dictatorial sans résistance, sans aucune limite, face à lui, est si doux. Je suis confiant dans notre capacité à relever ce défi de la remobilisation populaire. Et j'appelle tous les combattants de la liberté à se joindre à moi pour livrer ce combat décisif pour libérer notre pays de l'imposture, la forfaiture et la dictature. Je vous remercie.